Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers de noblesse et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous Monseigneur, et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico, théologo, cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a pas d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monsieur le baron était le plus beau des châteaux et madame la baronne la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertentronckh, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde. Le troisième, de la voir tous les jours. Et le quatrième, d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre les broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune, très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa, sans souffler,
les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée. Et Candide lui parla sans savoir ce qu'il lui disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thundertentronckh passa auprès du paravent et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par Madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Chapitre second, ce que devint Candide parmi les Bulgares. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle Waldbergorf-Trarbdigdorf. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés en bleu le remarquèrent. « Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. » Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. »« Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds, 6 pouces de haut ?»« Oui, messieurs, c'est ma taille, dit-il en faisant la révérence. »« Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. » »« Vous avez raison, c'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit. Et je vois bien que tout est au mieux. » On le prie d'accepter quelques écus, il les prend et veut faire son billet. On n'en veut point. On se met à table. Ah, n'aimez-vous pas tendrement? Oh oui, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. Point du tout, car je ne l'ai jamais vu. Comment? C'est le plus charmant des rois. Il faut boire à sa santé. Oh, très volontiers, messieurs. Et il boit. C'en est assez, lui dit-on.
Voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas. Et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10. Et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait 2 lieues que voilà 4 autres héros de 6 pieds qui l'atteignent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux, d'être fustigé 36 fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix. Il se détermina, en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté, à passer 36 fois par les baguettes. Il essuya 2 promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguette, qui, depuis la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la 3e course, Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulut bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur, on lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe du crime du patient, et comme ce roi avait un grand génie, il comprit par tout ce qu'il apprit de Candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines avec des émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Avars. Chapitre 3e. Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares. Et ce qu'il devint. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les 2 armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de milliers d'âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque.
Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici, les vieillards, criblés de coups, regardaient mourir leurs femmes égorgées qui ne tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupées. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares, et les héros avares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques provisions dans son bissac, et n'oubliant jamais mademoiselle Cunégonde. Ces provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande. Mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là, et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on le traitât aussi bien qu'il l'avait été dans le château de monsieur le baron, avant qu'il n'en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde. Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages qui lui répondit tous que s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul 1 heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit « Que venez-vous faire ici? Y êtes-vous pour la bonne cause ?» « Il n'y a pas d'effet sans cause, » répondit modestement Candide. « Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d'auprès de mademoiselle Cunégonde, que j'ai passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je puisse en gagner. Tout cela ne peut être autrement. » « Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'antéchrist? » Je n'avais pas encore entendu dire, mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. « Tu ne mérites pas d'en manger. Va, coquin, va, misérable, ne m'approche de ta vie. » La femme de l'orateur, ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait que le pape fût l'antéchrist, lui répandit sur le chef un plein. Oh ciel, à quel excès se porte le zèle de la religion dans les dames. Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi de ses frères, un être à 2 pieds sans plume, qui avait une âme. Il l'amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de 2 florins et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse, qu'on fabrique en Hollande. Candide, se prosternant presque devant lui, s'écriait « Maître Pangloss me l'avait bien dit que tout est au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que de la dureté de ce monsieur à manteau noir et de madame son épouse. » Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux, tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires et parlant de la gorge, tourmenté d'une toux violente et crachant une dent à chaque effort. Chapitre 4. Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint.
Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête Anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. Hélas, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Qu'entends-je? Vous, mon cher maître? Vous, dans cet état horrible? Quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux? Qu'est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? Je n'en peux plus. Aussitôt Candide le mena dans l'étable de l'Anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain. Et quand Pangloss fut refait, eh bien, Cunégonde, Elle est morte. Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte? Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied? Non. Elle a été éventrée par des soldats bulgares après avoir été violée autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pupille, traité précisément comme sa sœur. Et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés, car les Abares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. À ce discours, Candide s'évanouit encore. Mais revenu à soi, et ayant dit tout ce qu'il devait dire, il s'enquit de la cause et de l'effet, et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état. Hélas, c'est l'amour. L'amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Oh, hélas, je l'ai connu, cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable? Pangloss répondit en ces termes. Oh, mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer. Elle en était infectée, elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il l'avait eu d'une vieille comtesse, qu'il avait reçu d'un capitaine de cavalerie, qui le devait à une marquise, qui le tenait d'un page, qu'il avait reçu d'un jésuite, qui, étant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne le donnerai à personne, car je me meurs. Oh, Pangloss, s'écria Candide. Voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche? Ah, point du tout. C'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes. Un ingrédient nécessaire. Car si Colomb n'avait pas attrapé la vérole dans une île d'Amérique, cette maladie qui empoisonne la source de la génération et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenille.
Il faut encore observer que jusqu'aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière, comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne la connaissent pas encore. Mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous. Et surtout, dans ces grandes armées composées d'honnêtes stipendiaires bien élevés qui décident du destin des États, on peut assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ 20 000 vérolés de chaque côté. Voilà qui est admirable, dit Candide. Mais il faut vous faire guérir. Et comment le puis-je? Je n'ai pas le sou, mon ami. Et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paye pour vous. Ce dernier discours détermina Candide. Il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques et lui fit une peinture si touchante de l'état où son ami était réduit que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss. Il le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dans la cure, ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste en fit son teneur de livres. Au bout de 2 mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ces 2 philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canons de 24, ni baïonnettes. Et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne les banqueroutes et la justice qui s'emparent des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Mais tout cela était indispensable, répliquait le docteur Borgne. Et les malheurs particuliers font le bien général, de la sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit. Les vents soufflèrent des 4 coins du monde. Et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne. Chapitre 5e. Tempête, Naufrage. tremblement de terre Et ce qui advint du docteur Pangloss. De Candide. et de l'anabaptiste Jacques. La moitié des passagers, affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du corps agitées en sens contraire, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris, faisait des prières. Les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entrouvert. Travaillait qui pouvait, personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'anabaptiste aidait un peu à la manœuvre. Il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches. Mais du coup qu'il lui donna, il eut lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de mât rompu. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à remonter, et de l'effort qu'il fait, il est lui-même précipité dans la mer à la vue du matelot
qui le laissa périr sans daigner seulement le regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche, en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. Tandis qu'il le prouvait a priori, le vaisseau s'entr'ouvre. Tout périt, à la réserve de Pangloss, de Candide et de ce brutal de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptiste. Le coquin nagea heureusement jusqu'au rivage, où Pangloss et Candide furent portés par une planche. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelque argent avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous les ruines. Le matelot disait en sifflant et en jurant: il y aura quelque chose à gagner ici. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, disait Pangloss. Voici le dernier jour du monde, s'écriait Candide. Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche en se glissant à travers des décombres, ils réparèrent un peu leur force. Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. Quelques citoyens, secourus par eux, leur donnèrent un aussi bon dîner qu'on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste. Les convives arrosaient leur pain de leurs larmes. Mais Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement, car tout ceci est ce qu'il y a de mieux, car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs, car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont, car tout est bien. Un petit homme noir, familier de l'Inquisition, lequel était à côté de lui, prit poliment la parole et dit: apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc eu ni chute, ni punition. Ah, je demande très humblement pardon à votre Excellence, répondit Pangloss encore plus poliment, car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Monsieur ne croit donc pas à la liberté, dit le familier. Ah, votre Excellence m'excusera, dit Pangloss. La liberté peut subsister avec la nécessité absolue, car il était nécessaire que nous fussions libres, car enfin la liberté Pangloss déterminée. était au milieu de sa phrase, quand le familier fit un signe de tête à son estafier qui lui servait à boire du vin de Porto ou d'Oporto. Chapitre 6e.
comment on fit un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre. Et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coïmbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère et 2 Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier, après le dîner, le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour l'avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé par le soleil. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un San Benito, et on orna leur tête de mitres de papier. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession, ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut pressé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les 2 hommes qui n'avaient pas voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même: si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Passe encore, si je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares. Mais ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi? Ô mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port? Ô mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre? Il s'en retournait, se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni. Lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit: mon fils, prenez courage, suivez-moi. Chapitre 7e. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure. Elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire. Elle lui montra un petit lit assez propre. Il y avait auprès du lit un habit complet.
Mangez, buvez, dormez, lui dit-elle, et que Notre-Dame d'Atocha, Monseigneur Saint-Antoine de Padoue et Monseigneur Saint-Jacques de Compostelle prennent soin de vous. Je reviendrai demain. » Candide, toujours étonné de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. « Ce n'est pas ma main qu'il faut baiser, » dit la vieille. « Je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez. » Candide, malgré tant de malheurs, mangea et dormit. Le lendemain, la vieille lui apporte à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade. Elle lui apporte ensuite à dîner. Elle revient sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain, elle fit encore les mêmes cérémonies. « Qui êtes-vous » lui disait toujours Candide. « Qui vous a inspiré tant de bonté? Quelle grâce puis-je vous rendre ?» La bonne femme ne répondait jamais. Elle revint sur le soir et n'apporta point à souper. « Venez avec moi, dit-elle, et ne dites mot. » Elle le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne environ un quart de mille. Ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins et de canaux. La vieille frappe à une petite porte. On ouvre. Elle mène Candide par un escalier dérobé dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, referme la porte et s'en va. Candide croyait rêver et regardait toute sa vie comme un songe funeste et le moment présent comme un songe agréable. La vieille reparut bientôt. Elle soutenait avec peine une femme tremblante, d'une taille majestueuse, brillante de pierreries et couverte d'un voile. « Ôtez ce voile, » dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche. Il lève le voile d'une main timide. Quel moment! Quelle surprise! Il croit voir mademoiselle Cunégonde. Il la voyait, en effet, c'était elle-même. La force lui manque, il ne peut proférer une parole, il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d'eau spiritueuse. Ils reprennent leur sens, ils se parlent. Ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit et les laisse en liberté. « Quoi? C'est vous ?» lui dit Candide. « Vous vivez? Je vous retrouve en Portugal, on ne vous a donc pas violé? On ne vous a point fendu le ventre comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré? » Si fait, dit la belle Cunégonde, mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. Mais votre père et votre mère ont-ils été tués? Il n'est que trop vrai, dit Cunégonde en pleurant. Et votre frère? Mon frère a été tué aussi. Et pourquoi êtes-vous en Portugal? Et comment avez-vous su que j'y étais? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison? Je vous dirai tout cela, répliqua la dame. Mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé, depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. Candide lui obéit avec un profond respect, et quoiqu'il fût interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l'échine lui fît encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel. Elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss. Après quoi, elle parla en ces termes à Candide, qui ne perdait pas une parole et qui la dévorait des yeux.
Chapitre 8e. Histoire de Cunégonde. J'étais dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château de Thundertentronck. Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de 6 pieds, voyant qu'à ce spectacle j'avais perdu connaissance, se mit à me violer. Cela me fit revenir. Je repris mes sens, je criai, je me débattis, je mordis, j'égratignai. Je voulais lui arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage. Le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche, dont je porte encore la marque. Hélas, j'espère bien la voir, dit le naïf Candide. Vous la verrez, dit Cunégonde. Mais continuons. Continuez, dit Candide. Elle reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine bulgare entra. Il me vit toute sanglante, et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal, et le tua sur mon corps. Ensuite, il me fit panser et m'emmena prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait, je faisais sa cuisine. Il me trouvait fort jolie, il faut l'avouer. Et je ne nierai pas qu'il ne fût très bien fait et qu'il n'eût la peau blanche et douce. D'ailleurs, peu d'esprit, peu de philosophie. On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le professeur Pangloss. Au bout de 3 mois, ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Don Issachar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal et qui aimait passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté qu'au soldat bulgare. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Le juif, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur terre de si beau que le château de Thundertentronck. J'ai été détrompée. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe. Il me lorgna beaucoup et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais, je lui appris ma naissance, il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à Don Issachar de me céder à Monseigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le menaça d'un auto-da-fé. Enfin, mon juif, intimidé, conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun. Que le juif l'aurait pour lui les lundis, mercredis et le jour du Shabbat, et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a 6 mois que cette convention subsiste. Ce n'a pas été sans querelle, car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à tous les deux. Et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimée. Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider Don Issachar, il plut à Monseigneur l'inquisiteur de célébrer un auto-da-fé. Il me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus très bien placée. On servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Je fus à la vérité, saisie d'horreur, en voyant brûler ces 2 juifs et cet honnête biscayen qui avait épousé sa commère. Mais quelle fut ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis dans un San Benito et sous une mitre, une figure qui ressemblait à celle de Pangloss. Je me frottais les yeux, je regardais attentivement,
je le vis pendre. Je tombai en faiblesse. À peine reprenais-je mes sens que je vous vis dépouillé, tout nu. Or, ce fut là le comble de l'horreur, de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai, je voulus dire « Arrêtez, barbare !» Mais la voix me manqua et mes cris auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien fessé, comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne? L'un pour recevoir 100 coups de fouet, et l'autre pour être pendu par l'ordre de Monseigneur l'Inquisiteur, dont je suis la bien-aimée. Pangloss m'a donc bien cruellement trompée quand il me disait que tout va le mieux du monde. Agitée, éperdue, tantôt hors de moi-même et tantôt prête de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miséréré en faux bourdon pendant lequel on vous fait, et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louais Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante. J'ai grand appétit. Commençons par souper. Les voilà qui se mettent tous deux à table. Et après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. Ils y étaient encore quand le signor don Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du Shabbat. Il venait jouir de ses droits et expliquer son tendre amour. Chapitre 9e, ce qui advint De Cunégonde, De Candide. Du grand inquisiteur et d'un juif. Cet Issachar était le plus colérique hébreu qu'on eût vu dans Israël depuis la captivité dans Babylone. Quoi, dit-il, chienne de Galiléenne, ce n'est pas assez de monsieur l'inquisiteur, il faut que ce coquin partage aussi avec moi. En disant cela, il tire un long poignard dont il était toujours pourvu, et ne croyant pas que son adverse parti eût des armes, il se jette sur Candide. Mais notre bon Vespasien avait reçu une bonne épée de la vieille, avec l'habit complet. Il tire son épée, quoiqu'il eût des mœurs fort douces, et vous étend l'Israélite roidement sur le carreau, au pied de la belle Cunégonde. Sainte Vierge, s'écria-t-elle, qu'allons-nous devenir? Un homme tué chez moi. Si la justice vient, nous sommes perdus. Si Pangloss n'avait pas été pendu, dit Candide, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité, car c'était un grand philosophe. À son défaut, consultons la vieille. Elle était fort prudente et commençait à dire son avis quand une autre petite porte s'ouvrit. Il était 1h après minuit, c'était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à monsieur l'inquisiteur. Il entre,
et voit le fessé Candide, l'épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée, et la vieille donnant des conseils. Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'âme de Candide et comment il raisonna. Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler. Il pourra en faire autant de Cunégonde. Il m'a fouetté impitoyablement. Il est mon rival, je suis en train de tuer. Il n'y a pas à balancer. Ce raisonnement fut net et rapide, et sans donner le temps à l'inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre et le jette à côté du juif. En voici bien d'un autre, dit Cunégonde. Il n'y a plus de rémission. Nous sommes excommuniés. Notre dernière heure est venue. Comment avez-vous fait, vous qui êtes né si doux, pour tuer en 2 minutes un juif et un prélat? Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jaloux, fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille prit alors la parole et dit: il y a 3 chevaux andalous dans l'écurie, avec leur selle et leur bride. Que le brave Candide les prépare. Montons vite à cheval et allons à Cadix. Il fait le plus beau temps du monde et c'est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. Chapitre 10e. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix et de leur embarquement. Chapitre 11e. Histoire de la vieille. Chapitre 12e. Suite des malheurs de la vieille. Chapitre 13e. Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. Chapitre 13e. Comment Candide, chapitre 14e et 15e, comment Candide et Cacambo, en Amérique du Sud, furent reçus chez les jésuites du Paraguay, et comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde. Chapitre 17e et 18e. Arrivée de Candide et de son valet au pays d'Eldorado. Ce qu'ils y virent et comment ils en repartirent avec des moutons chargés de diamants. 19, 20, 21, 22. ce qui leur arriva à Suriname. Comment ils firent la connaissance de Martin. Comment ils s'embarquèrent pour Bordeaux. Virent un navire hollandais coulé par le fond. Arrivèrent en vue des côtes de France. Gagnèrent Paris où ils assistèrent à une tragédie. Chapitre 24e. À Venise, ils dînent avec des rois déchus et font connaissance de Paquette et de frères Giroflée. Chapitre 29e. Comment Candide et ses compagnons retrouvèrent à Constantinople, Cunégonde et la vieille. Candide et ses compagnons Pangloss, Martin, Cacambo arrivèrent sur le rivage de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille qui étendaient des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher. Le tendre amant Candide, en voyant sa belle Cunégonde, rembrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula de 3 pas, saisi d'horreur, et avança ensuite par bon procédé. Elle embrassa Candide, on embrassa la vieille. Candide les racheta toutes deux. Il y avait une petite métairie dans le voisinage.
La vieille proposa à Candide de s'en accommoder en attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie. Personne ne l'en avait averti. Elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Chapitre 30e. Conclusion. Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres, Candide, marié avec sa maîtresse, vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo et la vieille, ayant d'ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, l'Eldorado, mènerait la vie du monde la plus agréable. Mais il fut tant friponné par les Juifs qu'il ne lui resta plus rien que sa petite métairie. Sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable. La vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu'on est également mal partout. Il prenait les choses en patience. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d'Effendis, de Bachas, de Cadis, qu'on envoyait en exil à Lemnos, à Mytilène, à Erzurum. On voyait venir d'autres Cadis, d'autres Bachas, d'autres Effendis, qui prenaient la place des expulsés et qui étaient expulsés à leur tour. On voyait des têtes proprement empaillées qu'on allait présenter à la sublime porte. Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations, et quand on ne disputait pas, l'ennui était si excessif que la vieille osa un jour leur dire « Je voudrais bien savoir lequel est le pire, ou d'être violé 100 fois par des pirates nègres, d'avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d'être fouetté et pendu dans un auto-da-fé, d'être disséqué, de ramer en galère, d'éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé, ou bien de rester ici à ne rien faire. » C'est une grande question, dit Candide. Ce discours fit naître de nouvelles réflexions, et Martin surtout conclut que l'homme était né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui. Candide n'en convenait pas, mais il n'assurait rien. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert, mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours et n'en croyait rien. Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie. Ils allèrent le consulter. Pangloss porta la parole et lui dit « Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l'homme a été formé. » « De quoi te mêles-tu » lui dit le derviche. « Est-ce là ton affaire ?» ?»« Mais mon réveil grand-père, dit Candide, il y a énormément de mal sur la terre. » « Qu'importe, dit le derviche, qu'il y ait du mal ou du bien. Quand sa hautesse envoie un vaisseau en Égypte, s'embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non? Mais que faut-il donc faire? Te taire, dit le derviche. Mais je me flattais, dit Pangloss,
de raisonner un peu avec vous des effets et des causes du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'âme, de l'harmonie préétablie. Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez. Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople 2 vizirs du Ban et le Moufti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit. Pendant quelques heures, Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte, sous un berceau d'oranger. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le moufti qu'on venait d'étrangler. « Oh, je n'en sais rien, répondit le bonhomme. Je n'ai jamais su le nom d'aucun moufti ni d'aucun vizir. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement et qu'ils le méritent, mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison. Ses 2 filles et ses 2 fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-mêmes. Du caïmac piqué d'écorce de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des pistaches, du café de Mocha qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi, les 2 filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. Oh, je n'ai que 20 arpents, répondit le Turc. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous 3 grands maux: l'ennui, le vice, le besoin. Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin: « Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sorte bien préférable à celui des 6 rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. » Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes. Car enfin, Églon, le roi des Moabites, fut assassiné par Ahod. Absalom fut pendu par les cheveux et percé de 3 dards. Le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baasa. Le roi Éla par Zambri, Ocosias par Jéhu, Atalia par Joiada. Les rois Joachim, Jéconias, Sédécias furent esclaves. Vous savez comment périr Crésus, Astillage, Dargus, Denis de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Hannibal, Jugurtha, Ariovie, César, Pompée, Néron, Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d'Angleterre. Vous savez? Oui, je sais. Je sais aussi qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison. Car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu'il y travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin.
C'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda, la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide: tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cidres confits et des pistaches. Cela est bien dit. Mais il faut cultiver notre jardin.